Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée d'aujourd'hui est une surprise. Depuis toute petite, à la question « Quel métier voudras-tu faire plus tard ?», elle avait une réponse. C'est pas cette réponse-là, à laquelle elle a répondu d'abord. En tout cas, c'est pas le chemin qu'elle a emprunté tout de suite. Aujourd'hui, elle est à la tête du musée d'anthropologie préhistorique. Elle fourmille de projets, et pas uniquement comme archéologue. Bonjour, Elena Rossoni-Notaire. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Elena, quand je dis que c'est pas la première route que tu as empruntée, c'est-à-dire qu'avant d'être archéologue, tu as été prof. C'est ça. Alors, ce qui est rigolo, parce qu'on parle de l'école primaire, l'enfance, c'est que j'ai toujours écrit. Quand la maîtresse, le maître demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, la fiche métier, je mettrai toujours maîtresse et archéologue. Les deux. Les deux, et ils étaient un peu surpris déjà de connaître archéologue, déjà ce terme, très jeune. Et c'est vrai que j'ai hésité entre les deux, et j'ai fait les deux. J'ai été prof de lettres classiques au collège et au lycée technique, alors, par exemple. Classique, qu'on précise bien, ça veut dire avec grec et latin. Exactement, grec ancien, latin et littérature française, tout à fait. Ouais. J'aimais beaucoup enseigner, mais j'ai toujours eu cette passion pour l'archéologie. Donc j'ai fait un double cursus après le lycée, à l'université, et j'ai fait les deux. Et l'un me tiraillait, l'autre également. Mais c'est la passion de l'archéologie qui l'a emporté. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression quand même d'enseigner. On fait passer un message, on est pédagogue, on voyage, on est avec le public, les familles. Donc je me retrouve en fait quand même un peu professeur. Parce que quand on parle archéologue ou quand on imagine un archéologue, on a plutôt cette image de l'individu, femme ou homme d'ailleurs, dans de la poussière, avec des pinceaux, avec des pelles, et qui déterre des objets, en tout cas des choses qui, pour nous, ignorants, ne signifient pas grand-chose, en fait. Alors, l'image est juste. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on est dans la terre, on est sale, on va dans des grottes, on va dans des puits, on est avec nos pinceaux, bien sûr. Mais il y a l'autre casquette qui est très moderne et que les gens connaissent, on va dire, de plus en plus aujourd'hui. On est vraiment lié aux nouvelles technologies. Séquençage ADN, IRM, scan, 3D, LIDAR. Enfin, on est vraiment les nouvelles applications. On est vraiment, on va dire, à la pointe de la recherche, mais tout en gardant, cette base qui nous passionne, c'est l'aventure, la découverte. Ah ouais. Alors, de quoi ? Ça peut être effectivement des vieilles pierres, des fragments d'os, mais c'est le patrimoine du monde, c'est notre histoire, ça donne des repères à tous, c'est hors frontières. Et c'est ce qui fait rêver parce que c'est un bout d'histoire qu'on va partager après, parce que le but, c'est pas évidemment de le garder en élite scientifique. Un musée, c'est un musée recherche, mais c'est ouvert pour tout le monde, pour les enfants et pour les grands. Et ça va nous servir à comparer avec le monde entier. Comment on a vécu, comment on s'est adapté, ou pas d'ailleurs. Et puis ça nous remet un peu à notre place. L'homme, la femme égocentrique, non, désolé. On est dans un règne animal, on est à l'intérieur d'un environnement, on en parle beaucoup. Et justement, ça sert, je pense, au respect. Et à un humanisme, à un altruisme. Et on apprend tous les jours. Est-ce que tu crois, du coup, qu'on est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est le résultat de l'évolution de ce monde que vous découvrez chaque jour ? Enfin, quand on va découvrir des ossements ou des pierres, je pense à l'Égypte ancienne notamment, est-ce qu'on pouvait, avec ça, faire un lien avec ce qu'on est aujourd'hui ? Ce qui est rigolo, c'est que l'histoire se répète souvent. Ouais. On voit beaucoup, justement, quand on a ce regard sur le passé, on voit des choses qui ont déjà eu lieu. Exactement, malheureusement les colons les choses comme ça. Après, on remet beaucoup en question l'idée reçue, l'évolution. On imagine que c'est l'homme qui s'est relevé, qui a évolué, etc. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Le premier homme était déjà très intelligent, il anticipait, etc. C'est pas aujourd'hui, en 2023, qu'on est plus intelligent. On est différent. On s'adapte au monde d'aujourd'hui. On a peut-être additionné l'intelligence, ou les niveaux d'intelligence se sont accumulés. Oui et non, on en a perdu. On n'a plus la connaissance, par exemple, de toutes les plantes, de notre environnement, la médecine, on va dire, naturaliste, tout ça. Hildegard de Bingen, pourtant, c'est pas si loin. C'est ça.
On a perdu ce qu'elle a trouvé ou on l'utilise plus comme elle le... Exactement, il y a des choses, on est devenu très urbain, hein, on est sédentaire, donc les déplacements, on a beaucoup perdu, mais on a développé autre chose qui est plus en lien avec le monde actuel, évidemment. Mais on peut pas dire c'est mieux ou moins bien, c'est différent en tout cas. C'est sûr que ce qui est toujours fascinant avec les archéologues, c'est que j'utilisais l'image d'Épinal de celui ou celle qui est en train de mettre à jour quelque chose qui ne représente rien pour le reste. C'est que les archéologues, vous arrivez à donner une signification à des choses à côté desquelles on pourrait tous passer sans faire ce lien. Comment on dit, tu me dis des vieilles pierres par exemple, comment on dit ça, c'est un vestige de ça, ou ça, alors ça veut dire ça. Comment est-ce qu'on arrive à ça ? C'est l'expérience, c'est le terrain. Alors, on apprend beaucoup de choses, hein, vous le savez, à l'école, à l'université, la théorie. Mais c'est vraiment le terrain, à force de voir. Par exemple, une pierre, c'est vrai, on va se dire, bon, c'est une pierre, un caillou qui s'est cassé. Sauf qu'il y a des indices. Il faut savoir le lire. On va avoir, nous, des indices. On sait que c'est fait volontairement, ou fait par un tracteur, ou fait par la nature. Ça, on arrive à le savoir. Comme sur un os, on sait s'il est humain ou animal. Et après, on peut aller plus loin. On le sait tout de suite ? Oui. Un archéologue le sait en tout cas tout de suite, à force d'en avoir vu, à force d'études, bien sûr. Il va aller très loin, hein, le sexe, est-ce qu'il a eu une maladie, voir comment l'individu est mort. On peut aller très très loin et savoir peut-être la saison. Si c'est un animal, si c'est un bébé, on peut calculer aussi la mise bas et la datation du fragment, bien sûr. Tout ça avec les technologies modernes dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que ces technologies ont permis à l'archéologie en général de donner une photo encore plus exacte de notre passé, où on avait déjà des idées très précises, parce qu'on connaît l'Égypte ancienne depuis bien avant le carbone 14 quand même. Hein. Tout à fait. Alors que ce soit l'Égypte, la Grèce, c'est encore plus ancien. Évidemment, à l'œil nu, le travail de l'archéologue reste, mais ça va permettre de préciser et compléter. Donc ça, c'est merveilleux, ou de ne pas détruire maintenant, puisqu'on arrive à faire des choses sans détruire l'échantillon. Donc, on va avoir beaucoup plus de précision. On parlait de l'Égypte, mais c'est grâce aux nouvelles technologies qu'on trouve, sans chercher, sans fracturer, des nouvelles chambres, par exemple, dans les pyramides, ou comme on peut voir sous le sol les fondations, sans déterrer non plus. Donc, c'est très prometteur pour le futur, en fait. C'est très pédagogique aussi que ces nouvelles technologies proposent des simulations, des vues de ce que ce pourrait être, notamment quand on parle archéologie, on parle toujours au monochrome, et en fait on découvre que les simulations que vous proposez sont des simulations colorées. Ça change complètement notre perception du passé, en fait. Mais complètement. Tout le monde imagine les temples tout blancs ou les statues antiques. C'est ça, on va voir le Parthénon aujourd'hui, on s'imagine pas. Hein. C'est ça. Ou quand on voit un crâne, nous, ce qu'on avait fait au musée, qui a beaucoup plu, un crâne, squelette humain, on lui a redonné son visage grâce à un collaborateur espagnol qui a pu remodeler, comme le font les criminologues, etc. Et on a pu le rendre vivant. Donc c'est très important aussi de restituer les personnes ou les histoires. Le port de Monaco, comment il était à l'Antiquité, on a retrouvé une épave, etc. Et on a reconstitué le paysage, l'environnement de Monaco. Il n'y avait personne. C'était très vide. Il n'y avait pas 2500 habitants par centimètre carré, c'est ça que tu dis ? Tout à fait. Même si c'était un port de commerce. C'est un port actif ? Et fréquenté, oui. Monaco, à ce jour, c'est plus de 200 000 ans d'occupation quand même. Hein. Alors justement, est-ce qu'on trouve encore des choses aujourd'hui dans le sol de Monaco ? Parce que tu disais, on est dans des grottes, dans des puits, donc ça sentait un peu le vécu. Est-ce que tu es descendu dans des grottes ou dans des puits ici ? Tout à fait, on a la chance, pour les archéologues, peut-être pas pour les travaux, mais que Monaco soit un gruyère. Ouais, c'est vraiment très propice, c'est on va dire la géologie qui veut ça, c'est tout calcaire et en fait il y a des failles et des grottes partout. Donc pour répondre à la question, effectivement, il y a toujours des découvertes et il y en aura encore. Pour l'instant, on est plutôt on va dire côté terre, mais on pense effectivement à faire des programmes sous-marins parce que ça n'a jamais été fait. Et là, on est très présent dans les chantiers de construction, à la fois du gouvernement et des... alors, il y a du travail. C'est ça, des promoteurs privés. Oui, je souligne tout à fait, on est trop peu. J'aimerais beaucoup qu'il y ait plus d'archéologues parce qu'on a du mal à suivre tous ces chantiers. Alors, on est très content d'un côté qu'il y ait des chantiers pour pouvoir faire des découvertes plus rapides, puisque nous, on ne creuserait pas avec la pelleteuse, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément. Donc, il faut suivre, surveiller. Alors, soit le musée
s'invitent dans les chantiers. Soit c'est les promoteurs carrément qui nous appellent justement. C'est arrivé plusieurs fois, hein, Testimoniaux, Monacoville, Boulevard de Belgique. On a fait appel à nous, bien sûr, quand ils tombent soit sur une grotte, soit sur des ossements ou autres. Quand ils ne sont pas sûrs, on intervient. Et quand on trouve, ce qui arrive assez fréquemment, hein, on ne dirait pas, mais on ne trouve pas qu'en Grèce et qu'en Égypte, on trouve aussi à Monaco, le musée sauve très rapidement voilà, le matériel et l'emmène au musée. Vous récupérez tout au musée d'anthropologie préhistorique. Exactement, pour pouvoir avoir le temps, sur place au musée, de pouvoir étudier, analyser le matériel. Quand tu dis récupérer, ça veut dire on prend un bloc entier ? Tout à fait. Alors on le faisait déjà avant nous. Hein. Il y a 100 ans, c'est le premier directeur du musée qui a mis ça en place, et grâce au prince Albert Ier. C'était de détourer en fait les objets. D'accord. Pour ne pas les abîmer, on les prend avec donc la terre. On faisait pas déjà le pinceau. On prend carrément un carré de terre, beaucoup plus grand. Exactement. Et on a le temps de le fouiller, on va dire plus rigoureusement et plus lentement. Délicatement peut-être. Exactement, au musée. Parce que tu parlais de détruire les échantillons, mais j'imagine qu'avec les fouilles, y compris des fouilles un peu, sans contrôle, on a détruit beaucoup de choses. Alors, je parle pas de Monaco, là, je parle du monde entier. On imagine qu'on a détruit quand même. Oui, je vais dire la vérité, nous-mêmes on détruit. L'archéologue détruit. Quand on arrive sur un site, qu'on fouille, on enlève la terre, on détruit évidemment le sol d'occupation. Voilà. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On modélise, on scanne avant, on relève, on prend évidemment des photographies. On a un petit carnet de fouilles où on va faire les relevés, on va écrire précisément où est l'objet, parce qu'après c'est important de savoir, c'est pas de trouver l'objet, de le ramener tout de suite, non, il faut savoir ce qu'il y a à côté et associer. Ouais. Parce que là, il y a tu parlais des chambres dans les pyramides, là en l'occurrence, c'est très important de savoir tout ce qu'il y avait autour. Oui. Voilà, mais tout sol archéologique, c'est très important parce que ça permet de comprendre la répartition spatiale. Si un objet est là, l'autre de l'autre côté, c'est très intéressant pour savoir, par exemple, comment était la situation. Je ne sais pas si la personne était assise au milieu, elle a ses animaux d'un côté, ses outils de l'autre. Nous, on va dire peut-être qu'elle était assise là, puisque c'est stérile, il n'y a rien. Donc ça va nous aider dans l'interprétation après coup, en fait. Donc on relève tous les détails possibles, inimaginables, parce qu'on sait qu'on détruit. Donc voilà. On a quand même l'impression en t'écoutant que on n'arrête pas de découvrir. Au-delà de découvrir des choses, on découvre des significations, on découvre des aspects de la société ou de notre civilisation ou des civilisations qui nous ont précédés. Et constamment, en fait. Constamment, et c'est une recherche qui est vivante. C'est-à-dire que chaque jour, il peut y avoir une nouvelle découverte. J'ai dit tout à l'heure, Monaco, 200 000 ans d'occupation, mais peut-être... en ce moment même, là, ils vont faire une découverte où ils vont me faire mentir, ils vont me dire non, c'est 1 million. Non, mais c'était ce que j'étais en train de me dire en t'écoutant, c'est que finalement, les programmes d'histoire, tels qu'on les a étudiés il y a 10, 15, 20, 25 ans, sont peut-être obsolètes maintenant. Oui. Sur ces aspects-là, j'entends. Hein. Tout à fait. Évidemment que l'édit de Nantes, ça reste l'édit de Nantes, mais je parle sur ces aspects-là. Complètement. Il y a des nouvelles découvertes qui soit modifient ou soit complètent les connaissances précédentes. Donc c'est ce qui nous anime aussi, hein, parce que là on parle des fouilles sous la terre, mais il y a des fouilles aussi dans les tiroirs du musée. Quand il y a des anciennes collections, le fait d'avoir des nouvelles technologies aujourd'hui... Ça permet de les préciser, ouais. Préciser ou carrément modifier. Modifier, ouais. Complètement modifier. Tu as eu des surprises comme ça, ouais. Alors on a travaillé avec le professeur de l'UMLE, l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Son épouse a regardé un squelette, elle dit, mais elle passait devant tous les jours, hein. Elle regarde, elle dit, mais... Il a le bassin d'une femme, hein. Il s'appelle l'homme de Menton, hein, pour dire. Et elle est vraiment spécialiste, médecin anthropologue. Elle a dit, mais c'est pas possible, c'est une femme. Donc elle a commencé à l'analyser plus en détail. Effectivement, l'angle, c'est une femme, en plus... Une femme qui avait enfanté, certainement. En plus enfanté, et elle peut le prouver puisqu'il y a un stigmate, une petite trace qui est restée sur son bassin. Et donc, elle lui a changé, voilà, le sexe en une étude. Et maintenant, c'est la femme de Menton. La dame du Cavillon, exactement. La dame du Cavillon. La femme de Menton. Et c'est 115 ans après. Ah oui, bah oui. C'est aussi parce que l'œil s'aiguise, comme tu disais, c'est sur de l'expérience. D'ailleurs, ça fait la transition avec ce que j'étais en train de penser. Je me disais... Parce qu'on a parlé de l'Égypte et on parlait du Parthénon tout à l'heure, on se rend compte quand on va sur place que la découverte, ça a été beaucoup de pillage et de destruction aussi. Hein. Alors oui, malheureusement, il y a eu, c'était les prémices aussi de l'histoire des sciences. Donc les fouilles, c'était à la dynamite, à la pioche.
Donc ça fait aussi partie Et puis la place de la Concorde et l'obélisque, voilà, sans remettre en question le fait que l'obélisque soit là, mais elle vient d'ailleurs, on l'a pas découverte sous Paris, quoi. C'est ça. Et puis, bon, avant, il n'y avait pas de loi. Maintenant, on a des protections, bien sûr, pour chaque pays, pour pouvoir préserver quand même le patrimoine. Parce que sinon, c'était celui qui découvrait qui avait Exactement, à l'inventeur. Maintenant, ça a beaucoup changé, évidemment, hein, et les lois se sont affinées. Mais après, il n'y a pas de critique, on va dire, des anciennes méthodologies, parce que, voilà, nous, on nous critiquera dans 50 ans, hein, j'en suis sûre. Chacun fait avec son époque, en fait. Avec son époque et aussi avec son travail. Moi, je le vois parce qu'on a des milliers d'objets à étudier. Et par exemple, je parlais des fouilles dans les tiroirs. On a trouvé, je sais pas, des ossements d'oiseaux à Monacoville, dans la grotte Saint-Martin. Et en les regardant aujourd'hui, on s'est aperçu que c'est pas du tout des oiseaux, c'est des phalanges humaines. Et à l'époque, ils n'avaient pas eu le temps de faire l'exhaustivité du matériel. D'accord. Mais ça veut dire qu'il y a des restes humains qui ont été retrouvés aussi dans cette grotte de Saint-Martin, dans les jardins Saint-Martin. Ah oui. Donc, il ne faut jamais critiquer parce que, voilà, la science évolue, l'œil évolue également, les nouvelles méthodes, mais aussi le temps, parce que le temps de recherche, il est long. C'est ça. Est-ce que par moment, on ne se sent pas un peu petit face à l'histoire du monde? Parce que on est à l'instant T avec les moyens qu'on a et l'interprétation qu'on peut en faire, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments aussi où ça nous confronte face à la variété, l'incroyable richesse de l'histoire du monde, qui est peut-être au-delà de ce qu'on est capable d'appréhender chacun? Oui, complètement, mais on en est conscient et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est modeste. Moi, je sais parfaitement que humble, en tout cas. Je me dédie au travail 7 jours sur 7, hein, c'est un métier passion et je sais que j'ai la chance de pouvoir faire ça. C'est un rêve que je réalise, mais je suis consciente que je n'aurai jamais fini et que ça sera les générations après moi, après nous, après mon équipe qui continuera. On sait qu'on finira jamais, en fait. Hein. On essaye de faire au mieux chaque jour. Alors, c'est quoi la motivation d'Elena le matin quand elle se dit « j'aurai jamais fini » Parce que on est tous, quand on est guidé par un objectif, on est tous animé par la période qui fait la distance entre maintenant et l'objectif qu'on aura réalisé. Alors comment on fait quand on dit j'aurai jamais fini? Alors nous, on a la chance que de toute façon, même quand on programme la journée, ça ne se passe jamais comme ça. Donc il y a toujours des nouveaux projets, quelque chose qui est imprévu. On peut nous appeler, c'est le chantier qui passe d'abord, par exemple. Donc voilà. Qu'est-ce qui nous anime? Nous, l'objectif de mon équipe et de moi-même, c'est faire rayonner le musée. Le faire rayonner, le faire connaître et montrer son potentiel. Même si on ne peut pas tout montrer qu'il est vivant, que la recherche est vivante. C'est rendre le musée vivant, en fait. C'est ça. Parce que, et soyons francs, dans le fantasme collectif, ou en tout cas l'imaginaire collectif, on se dit, l'anthropologie préhistorique, il y a peu de chances pour que ce soit la fiesta, quoi. Voilà. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte en faisant des petites recherches, c'est que le musée fait la fête. Exactement. En fait, c'est la première image qu'on a. Hein. Un musée, c'est poussiéreux, etc. Sauf que les personnes qui viennent une fois, elles reviennent toujours. Et ça, c'est notre succès. Bon, vous avez un endroit magnifique aussi. Hein. Le cadre est magnifique. La plus belle terrasse de Monaco, je pense. Hein. Par exemple, le bâtiment est remarquable. Le bâtiment est remarquable, oui. Donc, et l'intérieur, il a toujours été là, le musée? Alors, il y avait un premier musée, 1902, fondé officiellement par le prince Albert Ier, au niveau du tribunal de justice. Maintenant, c'est l'annexe. Le bâtiment existe toujours. D'accord. C'est ce petit bâtiment rond, en fait, qu'on voit encore aujourd'hui, juste à côté de la cathédrale. Mais il était devenu trop petit dans les années 50. Trop de collections, les fouilles, les donations, évidemment, des princes. Donc, c'est Louis Barral, grâce au prince Régnier III, qui ont souhaité un nouveau musée. Pourquoi le jardin exotique? Parce que c'est à côté de la grotte. Et la grotte a été rendue... La grotte du jardin. Exactement. Elle a été rendue visitable en même temps, puisque c'est les premières occupations de Monaco. Donc on s'est dit, c'est un musée de site. Il faut que le musée soit à côté de cette magnifique grotte, que je conseille d'ailleurs, quand il y aura la réouverture. Elle est splendide et j'ai bon espoir de trouver peut-être d'autres salles. Hein. Elle est bien conservée? Elle est très bien conservée. On y fouille encore tous les jours. Donc là, maintenant, même pendant les travaux, il y a encore des fouilles. Voilà, grâce à la mairie de Monaco, on a eu l'autorisation. En même temps, on est un peu la casquette chantier, donc on a tout l'aspect sécurité, spéléologie. Et on a bien fait de ne pas cesser les fouilles parce que notre responsable a trouvé la première dent humaine à l'intérieur. On n'avait jamais trouvé de reste humain pendant
Je sais pas, on a commencé à fouiller les premières équipes, c'était début du XXe siècle, 1916. On a trouvé des outils, des animaux chassés, jamais de reste humain, et là une dent humaine d'enfant qui en analyse. Comme quoi, enfin, reprendre des fouilles, en fait, et ben voilà, il y a encore une découverte. Qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent quand on parle d'ossements humains notamment, ou de vestiges humains? Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qui traverse les âges le plus souvent? Alors la pierre, c'est ce qui se conserve le mieux. L'outil en pierre, ça bouge pas. On a le verre aussi. Oui. Le verre. On en a trouvé pas mal à Monaco-Ville, tout ce qui est vaisselle, effectivement. Et après, oui, les ossements, c'est souvent des animaux qui ont été chassés, consommés. Voilà. Après, à Monaco, on a la chance d'avoir eu de très beaux vestiges. Ça, c'était quand ils ont construit Monte-Carlo. Beaucoup d'objets antiques. Oui. Et bon, là, on parle de pierres ossements, mais sachez qu'il y a eu un magnifique trésor qui a été trouvé aussi à Monaco, des bijoux en or, des monnaies, par exemple. Ah oui? Des sépultures, des tombes au niveau de la Condamine, place du marché. Donc, pour nous, c'est très important, même les anciennes découvertes, parce qu'on pointe sur la carte à Monaco tout ce qui a été trouvé depuis toujours. Pourquoi ? On sait que, je ne sais pas, le trésor a été trouvé là, ou la tombe là, ou l'épave. Pour nous, c'est un indice. Ça veut dire qu'il y a peut-être un site. Donc, la prochaine fois où il y a un chantier, on sait qu'on intervient en urgence parce qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel, oui. C'est ce qu'on appelle les zones sensibles au potentiel archéologique. Est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre entre l'évolution nécessaire, on parle de chantier, c'est une évolution nécessaire d'une ville qui se reconstruit sur elle-même, est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre avec la conscience qu'on a de ne pas vouloir détruire ce qu'il y a dessous? Alors moi, je l'ai, on va dire, de manière naturelle. Moi, je suis d'ici, donc je conçois tout à fait les domaines pour pour les monégasques. Je comprends tout à fait. Après, on a la chance, si ce n'est d'avoir une loi, mais d'être un village. Donc, nous, on a fait nos preuves avec tous les promoteurs. Ça s'est très bien passé. Ils voient qu'on n'est pas là pour embêter. Ils participent également à la sauvegarde du patrimoine. Donc, on a trouvé très, très rapidement un lien d'amitié pour pouvoir intervenir. Voilà, on a 2 km², on nous appelle. C'est pas la France, on nous appelle. En 2 minutes, on est là. On intervient. Et c'est pas bloquant, en fait. Exactement, tout à fait. Et tout le monde est content, puisqu'en plus, évidemment, nous, on publie, on participe à des congrès. Et la collection a aussi le nom du chantier, donc et le public est content, et les habitants de Monaco aussi, puisqu'ils voient des choses qu'ils connaissent de leur quartier. C'est même des fois les habitants qui nous appellent. Ah oui. En disant, devant chez moi, on commence à faire un chantier, venez voir si, voilà, dans le trou, est-ce qu'il y a quelque chose, on nous envoie des photos. Donc, c'est très participatif, on va dire. Oui, je crois qu'on est tous, et quand je dis on, je parle de la population qui vit à Monaco, on est tous conscients du fait qu'on vit sur une couche, et qu'en dessous, il y a d'autres couches, parce que à Monaco, c'est un territoire qui est ce qu'il est, et qui ne peut pas... Voilà, on ne peut pas dire on a délaissé la Condamine pour aller vivre à Monte-Carlo. En fait, au contraire, on étend les endroits où on s'installe, mais on ne les réduit pas, quoi. C'est ça. Donc on sait qu'il y a quelque chose dessous. On est limité, on va dire, depuis le 19e siècle, puisqu'avant Monaco allait jusqu'à Roquebrune, Menton. Mais en tout cas, nous, on intervient très fréquemment sur ces 2 km². Ouais. Alors, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à découvrir, il y a beaucoup à mettre, à trouver, il y a beaucoup à analyser. Il faut rendre le musée vivant. Donc on se dit, et d'ailleurs tu l'as dit, moi je travaille 7 jours sur 7. C'est quoi l'emploi du temps de Elena? C'est tout le temps, les vacances, tout le temps? J'ai envie de dire oui, mais je me compare beaucoup pour que les gens comprennent aux sportifs ou aux musiciens, aux artistes. C'est pas parce qu'on est en vacances que, vous voyez, pour moi c'est normal. Je sais pas, je suis, on va dire, officiellement en vacances, aller visiter un musée, un collègue qui m'appelle pour aller voir un site. Je peux pas dire non, ça fait partie de moi. C'est vraiment une passion. Je vais lire un livre, ça va être un livre d'archéologie. C'est ma vie en fait. Donc tout est confondu. Et alors, comment est-ce qu'on fait quand on a autant l'archéologie, autant ça au fond de soi, comment on fait pour dédier sa carrière pendant X temps à autre chose? Parce que, même si on reste dans l'histoire, parce que quand on fait des lettres classiques, et qu'on fait du grec ancien, du latin, on est dans l'histoire. On est dans l'histoire de la civilisation, on est dans la transmission de la culture, ou en tout cas des fondements de notre société moderne. Donc, comment on fait pour dire, bon, l'archéologie, là...
je vais laisser tomber ou je vais laisser de côté et je vais être prof. Enfin, en tout cas, je vais m'intéresser à autre chose. Alors, j'ai jamais laissé tomber, en fait. Quand j'étais professeure, j'étais aussi en études. J'étais en train de faire mon doctorat d'archéologie. Et quand on fait des grecs et du latin... C'était en plus des jours, il y avait les nuits aussi. Voilà, c'est ça. Ah. J'ai toujours beaucoup travaillé, finalement, en fait, quand on y repense. Quand on y réfléchit. Mais j'ai toujours fait les deux en même temps. Ah. En fait, quand j'ai fait lettres classiques, j'étais inscrite aussi en archéologie. Et quand j'étais professeure, j'étais en doctorat. D'accord. Donc, je continuais, en fait, mes études. Et pour moi, le grec et latin, c'est de l'archéologie, parce que c'est les inscriptions. Donc, pour moi, c'est commun. Ouais. Et la littérature, bien sûr, c'est aussi des sources, quelque part, textuelles. Donc pour moi, c'était déjà... le point commun était là, quoi, en fait. Ouais, tout le monde a écrit avec son temps, tout le monde a écrit avec sa société, tout le monde a écrit... Enfin, tous les auteurs du monde racontent, avant tout. C'est ça. Ce sont comme des témoignages. Même les fictions sont des témoignages. Exactement. Et puis après, à nous aussi d'évaluer les témoignages. Parce que, par exemple, les sources antiques, les auteurs antiques... Évidemment, c'était pas les pauvres qui écrivaient. Et comment on raconte les histoires, les combats, c'est toujours les vainqueurs, par exemple. Non, mais c'était de la communication avant l'âge. C'est ça, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est déjà des histoires, ce sont déjà des histoires racontées comme il faut. Oui. En passant le message qu'on veut faire passer. Donc c'est déjà de la communication. Exactement, en fait, c'est ça. Et les plus forts, c'était qui? C'était les Romains? C'était. Les Romains étaient très forts. Parce que j'ai l'impression que c'est. Oui. Ils étaient très forts en communication, les Romains. Tout à fait. Ouais. Un grand pouvoir. On parlait tout à l'heure et tu me disais, la Grèce est plus ancienne que l'Égypte. Alors, dans l'Antiquité, non, il y a vraiment... c'est tout le problème des innovations-diffusion qui étaient là en premier, comme le feu, comme l'outil. On ne sait jamais vraiment. Voilà. On le sait en suivant les découvertes et la recherche qui bougent tout le temps. Non, mais c'est de très anciens peuples. Nous, on en parle en ce moment au musée. Par exemple, le côté égyptien. On a une momie égyptienne en ce moment qui est exposée. Ah wow, on peut la voir. Tout à fait. Quelques collections grecques et romaines également. Donc, on parlait de musée d'anthropologie préhistorique, c'est vrai. Mais les gens savent peu qu'on a aussi des collections de l'Antiquité. De l'Antiquité, oui. Très peu Moyen-Âge, on n'a pas encore tout découvert, malgré que Monaco et les Grimaldi, voilà. Oui, c'était très actif au Moyen-Âge, c'était quand même une place forte du Moyen-Âge. Dans les textes, oui, mais en archéologie, on est très pauvre. On est très pauvre. Pourquoi? Voilà, est-ce qu'on n'a pas trouvé? Est-ce que ça n'a pas été fouillé? Est-ce que c'est parce qu'on a... Oui, ou alors on a très peu touché Monaco-Ville, peut-être. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu, tandis que, la Condamine ou Monte-Carlo, le casino, ça a été beaucoup plus construit, par exemple. Et ça, c'était l'Antiquité. Voilà. La Condamine, en tout cas le port et ce qui entoure le port, c'est vraiment l'Antiquité, ça. Exactement, oui. Ouais. Les épaves, le commerce, les amphores, les nécropoles aussi. Donc tout un cimetière. Mais il y en a aussi, bien sûr, à Monaco-Ville, on le sait également. À Monaco-Ville, on n'a pas fouillé parce qu'on n'a pas reconstruit, en fait. Sans doute, c'est une question qu'on se pose. On ne sait pas. Nous, on est intervenus, alors... C'est intéressant de le savoir, c'est les premiers travaux qu'on appelle les fouilles préventives. Ça veut dire avant qu'un chantier commence, c'est très rare, je crois que c'est presque jamais arrivé. Avant le chantier du bassin des tortues du musée océanographique. Voilà, Monsieur Calcagno nous a appelé, donc c'était à son initiative, pour vous dire comment est Monaco, en disant des travaux vont commencer. Si vous voulez intervenir, vous avez 2 mois libres pour faire vos fouilles. Venez voir, oui. Venez voir, est-ce qu'il y a quelque chose dans ces jardins Saint-Martin? Personne n'avait jamais regardé. Et il a bien fait. On est resté 2 mois et on a découvert des témoignages qui vont du 13e, l'arrivée des Grimaldi, jusqu'au 19e siècle. On a trouvé plein de choses, que ce soit des fragments de verre, des ossements, des outils... Des ossements humains, donc il y a eu des cimetières qui ont été remaniés, qui sont tombés. Donc il y avait de quoi faire. C'est pour ça que Monaco-Ville, bien sûr, était fréquentée aussi. C'est juste qu'on n'a pas sondé encore. Ben oui. Puis c'est l'inconvénient ou l'avantage, je ne sais pas, mais d'être dans un endroit qui se reconstruit perpétuellement sur lui-même, c'est que viendra le tour de Monaco-Ville certainement. Enfin, on peut le penser quand même. Peut-être pas partout, mais on peut le penser. Nous, on surveillera, en tout cas, ça c'est sûr. On parlait d'emploi du temps, et on s'imagine déjà que, parce qu'il y a aussi des conférences, il y a aussi des participations à des congrès,
Il y a des journées portes ouvertes au musée, il y a des ateliers de travail, voilà. Et à part ça, à part l'archéologie, le grec ancien, le latin, la vie du musée, qu'est-ce qu'il y a dans la vie d'Elena ? Elena aime beaucoup voyager. Ah, voilà. Ce qui peut se combiner avec l'archéologie de toute façon. Hein. Tout à fait. Non, j'aime beaucoup les voyages. J'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup découvrir des autres pays et des villes. Donc, la lecture. Ouais. Ah, la lecture. Alors, donc, il y a quand même des moments où tu es tranquille. Oui, disons qu'il n'y a pas de moment où je m'ennuie pas, si c'est la question. Oui, ça c'est une question. Je n'arrive pas à m'ennuyer, ce n'est pas possible. Mais ça c'est une chance incroyable. Je trouverai toujours quelque chose à faire. Mais quand je disais tranquille, ça veut dire à écouter, on se dit Elena Rossoni-Notaire, c'est toute la journée à 100 à l'heure. Donc est-ce qu'il y a un moment où on respire, où on se pose ou... Non, je suis tout le temps à 100 à l'heure. Je dois faire, je sais pas, j'ai partie des gens hyperactifs probablement, mais et avec ta famille aussi, c'est comme ça? Oui, on part, on voyage, on se promène, on va visiter des choses, mais je pense que c'est mon caractère. Hein. Je peux pas trop l'expliquer. Est-ce que ça se transmet? Oui, je confirme avec mes enfants, oui, je pense. Ils sont déjà... Ouais, ils s'ennuient pas non plus. Ils s'ennuient pas non plus. Non. Oui, ils ont une fibre archéologique ou pas encore? Pas complètement développé. Alors, ce qui se passe souvent avec les chercheurs, j'imagine que c'est pareil pour les professeurs ou les docteurs, je pense pas qu'ils deviendront, enfin, on peut se tromper, mais peut-être à être trop dans l'archéologie, ils seront pas parce que ton époux aussi, hein. Voilà, mon époux est aussi chercheur. Ouais. Donc ça fait vraiment un univers complet, hein. Voilà. On sait jamais, on dit toujours un joueur de football ne fait pas forcément des enfants footballeurs. C'est ça. Un maître de violon ne fait pas forcément des solistes non plus. Donc voilà, on sait jamais. Mais ils auront baigné dedans en tout cas. Ils auront baigné dedans. Après, nous, on n'est pas là pour les amener, comment on dit ? Ils ont la liberté qu'ils ont, quoi, et qu'ils souhaiteront. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils n'ont rien à voir avec l'archéologie. Dans ma famille non plus. Personne ne m'a jamais poussé. C'est sorti d'où alors? Et je sais pas, c'est une passion qui est venue dans l'enfance. Après, comment elle s'explique j'ai essayé, moi, de voir. J'allais beaucoup en Grèce. Est-ce que c'est venu de là, peut-être? En vacances? Oui, en vacances, de voir des sites archéologiques, peut-être. Mais je l'ai toujours eu très jeune, en fait. Et pourtant, mes parents ne sont absolument pas dans ce milieu. Alors, tu disais... J'aime beaucoup enseigner. Donc, ça veut dire que tu n'enseignes pas ça à tes enfants si tu veux leur laisser la liberté. Ou si. Non, c'est-à-dire que je leur explique comme j'expliquerais, je sais pas, un sport, une musique, etc. Mais je n'influencerai jamais. Parce que je pense que c'est ça, c'est quand on choisit nous ce qu'on veut faire et qu'on s'y dédie, c'est-à-dire qu'il y a eu du travail, bien sûr, pour y arriver, des études, etc. On a choisi son chemin. Et je pense que c'est ce qui contribue à faire qu'aujourd'hui, moi, je m'épanouis. Et je le ressens pas du tout comme un travail et comme... parce que c'est peut-être pour ça que tu arrives à donner autant de temps, de ton temps. Oui, tout à fait. Parce que c'est pour faire des animations, alors là, on parlait des après-midi anniversaires ou des journées découvertes au musée. Enfin, il faut donner beaucoup de temps pour faire ça. Complètement. Après, je suis pas seule. L'archéologie, c'est toujours une équipe. Je n'arriverai jamais... à faire tous les projets, d'exposition, de médiation, d'anniversaire, des éditions aussi. On est éditeur de livres, d'être dans des congrès. Oui, le premier livre pour enfants que vous avez publié là à la rentrée scolaire. C'est ça. Plus maintenant, on est dans les programmes scolaires. C'est quand même incroyable. On voit bien qu'il y a la pédagogie qui est pas loin. C'est ça. Mais c'est très intéressant et c'est très utile. Mais ce que je voulais dire, c'est que derrière, j'ai la chance d'avoir des personnes qui sont motivés et qui ont un parcours des fois très varié, mais chacun amène sa pierre à l'édifice et on va tous dans le même sens en fait. C'est singulier d'entendre ça parce qu'on a plutôt l'image de l'archéologue comme, alors pas le chercheur solitaire, mais un peu comme quelqu'un qui a une vision et qui a envie de trouver quelque chose et on n'imagine pas toujours... l'équipe derrière, en fait. Parce que peut-être vous avez Indiana Jones, qui est souvent seul. Mais derrière, normalement, il y a une grosse équipe. C'est une équipe à lui tout seul, le type, en fait. C'est ça. Mais non, normalement, l'archéologie... C'est l'équipe du film qui fait tout. C'est ça. Finalement, en fait, ils sont cachés. C'est ça.
Mais non, normalement, enfin, on est toujours plusieurs. Il y a un spécialiste de tout, que ça soit. Il y a des spécialités à l'intérieur de l'archéologie. Exactement. Voilà. Ouais. L'archéologue, il est capable de reconnaître tout, mais il va pas aller plus loin, tandis que on peut avoir le spécialiste du squelette humain, l'anthropologue, le spécialiste de la faune, le paléontologue, le spécialiste des sédiments, des roches, le géologue. Et tout le monde doit unir ses forces, va travailler sa collection, enfin sa typologie d'objets. Et après, tout le monde réunit tout ça pour pouvoir faire l'interprétation du site. Mais on a besoin de tout le monde. À Monaco, comme vous le savez, on est très peu de chercheurs à l'heure actuelle. On fait venir évidemment plein de collègues, d'étudiants du monde entier pour venir nous aider justement sur différentes parties des collections. Et on apprend et on rencontre tous les jours. Et est-ce qu'à Monaco, on va aussi parler de tout ça à l'extérieur ? Complètement, oui. Ouais. Oui, c'est pour ça que nous, on est très présents, que ce soit dans les congrès, on va dire... pour contribuer, participer, on va dire activement. Vous étiez à Portland, là, il y a quelques mois. Nous sommes allés à Portland, nous sommes allés en Roumanie, il y avait un très grand congrès. On bouge beaucoup en Italie, etc., en Mongolie, en Sibérie. Et on publie. Pourquoi ? Quand on publie, nous, dans des revues internationales de rang A, c'est les grandes qualités scientifiques, on est cité après. Et on est référent aussi. Donc, on a une place dans le réseau, comme les directeurs le faisaient avant nous, du musée. Et on est référent. On peut être sollicité sur des cas ? Complètement. Nous, on n'arrête pas, justement. Et d'où le problème... D'où le problème du nombre ? Exactement. Et d'où le problème du temps. Parce que les projets sont extrêmement intéressants. Et donc, mon équipe me dit, oh là là, mais maintenant, on n'en prend plus. Donc, ça fait 2 ans qu'on crée plus de projets, mais qu'on nous les demande. Donc... Voilà, enfin c'est aussi la rançon du succès, le fait d'être créer une dynamique, ça a aussi une conséquence. C'est ça, mais on est très heureux. Mais c'est grâce à ce réseau à l'échelle internationale que maintenant le musée est redevenu, on va dire, parmi les plus célèbres. Et c'est donc, qui le père de l'archéologie à Monaco ? Ce serait qui ? Alors moi je dirais c'est le premier, enfin c'est déjà le prince Albert Ier, c'est lui qui l'a porté parce que les gens pensent qu'il était mécène, etc. Non, c'est pour ça qu'on a voulu... Il était chercheur ? Il était chercheur, on en a fait une exposition pour prouver que ce n'est pas le mécène qui va subventionner et basta, non, pas du tout. Il a pris le pinceau. Il a pris le pinceau déjà quand il était jeune, mais au-delà de ça, il se déplaçait sur les sites, il donnait ses directives. D'accord. Il a créé les nouvelles méthodes et techniques de fouille, c'est grâce à lui qu'on fouille maintenant méthodiquement, il a beaucoup participé à tout ça. Il a fait reconnaître... Pas que la mer, alors, Oui, c'est ça. On connaît l'océanographe, mais on connaît peu l'archéologue. Mais il a fait reconnaître les plus anciennes inhumations. Il a fait reconnaître l'art des grottes ornées. C'est grâce à lui, maintenant qu'on croit, qu'on sait qu'il y a eu à la préhistoire des grottes peintes. C'est grâce à lui. Donc il s'est beaucoup impliqué. Lui, alors ? Non. C'est pas lui, mais justement lui. On a su que Lascaux était vrai parce que lui avait prouvé en Espagne que cela existait. D'accord. Donc bien avant. Bien avant, oui. Il a prouvé scientifiquement. Donc pour moi, c'est lui à Monaco, évidemment après suivi par les grands directeurs du musée. Et chacun a eu sa petite facette, que ce soit Léonce de Villeneuve, lui c'était plutôt l'antiquisant, il aimait bien les fortifications, etc. Louis Barral, un grand nom. Et on rigole... vous me faites rire avec mon côté lettres, mais Louis Barral et Suzanne Simone ont quand même fait le dictionnaire monégasque français. Louis Barral était linguiste, donc il avait aussi plusieurs volets, plusieurs casquettes. On se rend compte que c'est un monde, c'est le monde de ceux qui n'arrêtent jamais en fait. C'est le monde de ceux qui ouvrent leur esprit à tellement de choses. Mais c'est des passionnés surtout. On s'intéresse à tout. En fait, c'est ça. On est emballé partout. On s'intéresse à n'importe quel projet. Quand il y a une idée qui est bonne, on la prend et on y croit dès le début. On s'investit dedans. Et nous, c'est ce qui nous plaît, c'est l'originalité. Et voilà, après... Mais est-ce que ça a une limite, tout ça ? C'est quoi les limites auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui ? À nous, c'est des limites, on va dire, de postes, de création. On a beaucoup de travail. Les mains et les cerveaux, quoi. Voilà. Pas les bras, les cerveaux. J'aimerais beaucoup que le musée devienne aussi un bassin d'emploi à sa façon. Ça serait grandiose pour Monaco, parce que la recherche est quand même bien représentée. On a vu le centre scientifique, l'AIEA, et la direction de l'environnement. La recherche est présente à Monaco et au-delà des frontières. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose à percevoir pour le futur.
Le musée, ça peut drainer à la fois des médiateurs, des personnes qui parlent des langues étrangères, hein, tout ce qui est touristique bien sûr, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs. Ça a beaucoup de volets. On a une bibliothèque aussi, évidemment. Et comment on s'éveille à ces carrières ? C'est quoi le fil conducteur de tous ceux qui pourraient s'éveiller à ces carrières-là ? C'est quoi qui devrait les réveiller en premier ? C'est la science et la culture. La science et la culture. C'est la science, la culture et la partager, en fait. En fait, c'est un monde presque sans limite. Parce que je parlais de limite, en fait, il n'y en a pas. Je crois pas, parce que je n'ai pas répondu oui. Donc je pense que ça voulait dire non. Non, je vois pas les limites. Et encore là, je disais pour plus de personnes qui pourraient œuvrer pour cette belle mission. Mais vous voyez qu'on fait fait quand même. Hein, on fait, je sais pas, là en ce moment, on a 3 ou 4 expositions en cours, par exemple, hein, en Monaco et à l'extérieur. On a 3 ouvrages en préparation. On a 6 missions à l'étranger. On a évidemment tous les événements, Halloween, Noël à venir. Halloween au musée ? Voilà, Halloween au musée. On a décoré. Ça donne envie, Halloween au musée. C'est ça. Nous, on utilise en fait les thématiques, mais toujours avec cet arrière-plan de science. Mm-hmm. Par exemple, les enfants vont venir fouiller ou chercher, mais avec les vraies techniques. Après, oui, c'est déco Halloween, mais les ateliers restent scientifiques. Mm. On peut aller à la recherche, par exemple, d'un escape game, mais toute l'histoire qui sera racontée sera juste, historiquement. C'est-à-dire qu'on va apprendre tout en s'amusant. On va faire de la peinture, mais la peinture, ce n'est pas la peinture d'aujourd'hui. Ça va être avec de l'ocre et des pigments de l'époque. Donc, on mélange, en fait. Est-ce que c'est le prof qui m'explique ça ou c'est l'archéologue ? C'est les deux. C'est les deux parce que justement, l'archéologue veut être juste et le prof veut transmettre. Ouais. Et on a l'habitude, enfin, je ne suis pas la seule. Hein. Si vous regardez mon équipe et les chercheurs, ils sont aussi comme ça parce que le chercheur fait aussi des conférences. Donc, il a l'habitude du tout public. Et justement, je pense que c'est ce qui fait sa force, c'est que justement, il sait communiquer. Donc, il sait transmettre. Et ça fait partie du rôle de musée. Il sait parler la langue des autres. Voilà. C'est l'accessibilité, en fait. Hein. C'est l'histoire du musée qui s'ouvre et qui a des plages horaires plus longues et qui s'ouvre à des moments où on ne l'attend pas et qui s'adapte à des thématiques qu'on n'associerait pas avec lui forcément au départ. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est de la communication, encore. C'est de la communication, oui. Avec de la recherche derrière, parce que je dis toujours, et je l'ai même publié, le squelette du musée, ce qu'il fait tenir, c'est la recherche. Moi, je ne pourrais pas faire d'exposition si on n'étudie pas les collections. Je ne vois pas comment je pourrais faire s'il n'y a pas de recherche derrière. C'est pas possible. On est obligé d'identifier les objets pour pouvoir les présenter, par exemple. Mais combien de temps vous avez mis pour arriver jusqu'au musée, en fait, pour qu'on ait une idée entre le moment où on apprend et le moment où on prend ? Je sais pas. Une dizaine d'années, on dirait ? Les études, c'est 8 ans pour un doctorat. Eh oui, quand même. Hein. Voilà. Après, ça permet quand même... Moi, j'ai fait beaucoup de missions à l'étranger. Mmh. Ça accélère ? C'est pas que, non, ça accélère pas, mais on prend le meilleur et on apprend de tout. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc ça, c'est fabuleux parce qu'on revient avec des idées plein la tête à Monaco. Et après, je suis rentrée au musée, on va dire, comme intervenante extérieure. C'était en 2014. Il n'y a pas si longtemps, finalement. J'ai eu un poste en 2016. Et j'ai été directeur je sais pas, il y a 5 ans maintenant, je crois en 2018. 18, oui. Voilà, il y a 5 ans. Bon, j'ose pas te demander, c'est pas fini demain matin quand même. Donc tu vas rester à la tête du musée. Moi, ce qui compte alors, ce qui est important aussi... Parce que si, admettons, il y a un projet incroyable et il faut donner beaucoup de son temps, est-ce que tu pourrais lâcher le musée ? Depuis petite, moi j'ai dit archéologue. Et aujourd'hui, je me présente évidemment comme directeur du musée, mais comme chercheur archéologue. Ah oui. Je l'ajoute toujours. Pour moi, c'est pas le poste de directeur qui est important, c'est chercheur archéologue. Ah oui, mais si on lâche l'outil, alors, parce que c'est une grosse vitrine, enfin c'est une vitrine en tout cas, de ce que vous faites. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui est important. Et puis la direction donne justement la liberté des programmes, etc. Donc moi, j'en suis... Toute l'impulsion, elle vient de là. Totalement. Mais pour répondre à la question... C'est pas le poste de directeur, c'est le musée, moi, qui navigue. Et donc, pour moi, mon rêve se réalise en ce moment, je le vis tous les jours,
Donc, qu'est-ce que je peux rêver de mieux? C'est, on va dire, la seule entité à Monaco qui correspond tout à fait à l'archéologie. Mais bien sûr. Donc moi, je me suis trouvée, on va dire. Mais on imagine quand même que pour le chercheur archéologue, endosser le costume de directeur de musée s'accompagne d'autres choses. C'est-à-dire est-ce qu'on lâche pas un peu le terrain quand même? Alors moi, je l'ai lâché un petit peu, bien sûr. Mais je suis toujours dedans, je publie, je regarde les collections, alors moins qu'avant. Mais ça me donne, oui, voilà, beaucoup plus d'administratif. Ça, je le cache pas. Mais l'administratif permet, c'est ce qui permet de lancer tout le reste. les programmes. Exactement. Donc, c'est vraiment, on va dire, des sources qui sont cohérentes entre elles, hein, puisque une exposition se fait parce qu'on fait un dossier, un projet ou une collaboration vont s'établir parce qu'il y a une mise en contact avec le côté administratif, juridique. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et ce serait quoi le truc le plus incroyable qui pourrait arriver au musée aujourd'hui? Une découverte? C'est de trouver un site archéologique magnifique, comme une grotte peinte, comme quelque chose sous l'eau, révéler un site archéologique. Il y a toujours la magie de la première découverte, du moment où on trouve quelque chose qui n'a jamais été trouvé. Exactement, c'est ça. Ça devait être ça aussi quand les premiers chercheurs sont arrivés en Égypte, même s'il y avait une partie qui était apparente quand même. Hein. Oui. En Égypte, c'était pas enfoui. Non, mais il y a eu des tombes découvertes et qui ont livré du matériel magnifique, hein, bien sûr, les pharaons, etc. Mais d'autres découvertes aussi, comme Cosquer à Marseille, cette grotte sous l'eau, personne ne s'en doutait. Et donc on garde espoir pour Monaco de faire un jour une superbe découverte dans ce sens-là. Et ça serait très bien pour le musée, je pense. Bon, et pour Monaco, bien sûr. C'est ça qu'on souhaite à toute l'équipe du musée pour la suite? Je pense, oui. Ouais. Et de continuer là sur ce bel essor. On en est très fiers, très honorés, et on est ravis parce que nos visiteurs sont ravis. Elena, en tout cas, on vous le souhaite à tous et à toi en particulier. Merci beaucoup. Et puis merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci.